On parle un peu de rétrospective. Hein? On est entre nous, hein. Vous en avez fait tous des rétrospectives. Vous voyez comment ça marche. Les premières, on essaye, c'est super. Ah ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis au bout de 3, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois, 24 mois, on continue à dire ah ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. De toute façon, après, dans le cours d'itération, on n'a pas le temps de mettre les trucs en place, les super idées. Et ce qui fait que, si on regarde, ce qu'on regarde, on a l'impression, au bout d'un moment, on va avoir l'impression de tourner en rond. On va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait améliorer les tests. Oui, mais ça, on a déjà parlé 50 fois, on a essayé, ça n'a pas marché. Et du coup, la question, c'est comment est-ce que je fais pour faire marcher mes rétrospectives. Après, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur la blogosphère, ça se dit encore ça ou c'est déjà passé j'arrive pas à suivre, ou sur la Twitter sphère, ou sur les trucs sphériques. Ce qu'on va voir, c'est, on voit régulièrement des questions sur comment est-ce que je fais pour redynamiser ma rétrospective. Quel est le nouvel exercice? Toi, tu fais quoi toi, comme exercice pour dynamiser tes gars? Moi, les miens, ils dorment. Moi, je fais ça marche. Ouais, mais ça marche 2 fois, puis après, ils s'ennuient. Ça vous parle ou on est les seuls qui ça soit arrivé? Bon, ça va. Bon, on continue alors. Du coup, comme vous le savez, on a exploré d'autres trucs. Et on a fini par comprendre quelque chose, c'est que la réponse à cette question-là était juste en dehors de l'endroit où on regarde. Vous connaissez cette blague là, de la personne qui cherche ses clés sous le lampadaire? Et un autre lui dit, mais pourquoi tu cherches là? T'étais pas là, de toute façon, t'as pas pu les perdre là, tes clés. Bah oui, mais là au moins il y a de la lumière. Alors, vu comme ça de l'extérieur, c'est facile à voir. Maintenant, quand on est dedans, ça l'est un peu plus. Et ce que nous affirmons, haut et fort, c'est que la clé d'une rétrospective réussie est en dehors de la rétrospective. Il y a des choses en fait en dehors, dans la dynamique du projet, qui font qu'on va pouvoir débloquer, trouver les clés d'une rétrospective qui dépote. Et nul autre qu'Antoine va vous donner les clés de ce tour de magie. Alors, on va vous apporter un nouveau défi, à vous, les Scrum Masters, les coachs agiles, les managers agiles, coach XP, quel que soit votre label aujourd'hui, qui va être en fait de transformer ce qui se passe en dehors de vos rétrospectives. Et vous verrez, au passage, avoir ce bénéfice que vous recherchiez, qui est de redynamiser vos rétrospectives. Donc, exprimé sous la forme d'une user story, puisqu'on est entre nous, c'est en tant que Scrum Master ou autre appellation, je vais créer un environnement dans lequel chacun des coéquipiers, chacun des développeurs, si on est dans du dev, va progresser personnellement, va en fait avoir son apprentissage en continu, pas une fois tous les sprints, vraiment en continu, afin que l'ensemble de l'équipe devienne plus performante. Si vous implémentez cette user story, la promesse, c'est que la question des rétros, elle va juste disparaître. Alors la user story, dite comme ça, il y a du challenge quand même. Qu'est-ce que ça veut dire transformer l'environnement? Tout d'un coup, waouh, tous les devs ils sont en train de progresser, mais comme des dingues. En fait, ça veut dire que vous acceptez, et ceux qui étaient dans la session précédente vont avoir un petit sourire, vous acceptez votre rôle de coach sportif. Donc là-dessus, on va être sur précisément faire le lien, réussir à faire le lien entre un challenge, donc quand on parle de performance, de réussite, qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète, relier cette compréhension qu'on a eue du challenge à quelque chose dans le geste. Quand on parlait du tennis, on parlait du service par exemple. Là, dans la photo que j'ai choisie, donc sur du golf, ça pourrait être par exemple sur un swing. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui pêche dans la façon de pratiquer le geste? Et ensuite, pour que tout ça devienne actionnable, comment je vais transformer en tant que coach cette faiblesse que j'ai identifiée en un exercice répétable. Donc ici, quelque chose qui va permettre de corriger ce geste et de devenir très très fort.
Donc alors, dans le sport, c'est plutôt facile par rapport à ce que vous connaissez sur le terrain. Parce que dans le sport, déjà, la partie challenge, c'est pré-mâché. Donc si on prend le golf, voilà, sur un certain parcours, vous avez la notion du par, donc en combien de coups on doit réussir à mettre la petite baballe dans le petit trou-trou. Voilà, donc si vous dites bon challenge c'est d'être eagle, donc de le faire en 2 coups de moins, voilà, ok, bon, la golfeuse elle veut réussir à ça, c'est son challenge, ok. Donc c'est ensuite mon œil de coach, parce que je suis super fort en golf, bon, c'est pas vrai, hein, mais imaginons, je suis très fort en golf, je comprends, ah ouais, en fait, c'est quand elle utilise des fers longs que en fait, elle perd 2-3 coups. Donc si elle s'améliore sur son utilisation des fers longs, elle va dépoter, elle va atteindre son challenge. Et ensuite, je transforme ça en un exercice que cette golfeuse va pouvoir répéter, et qui va permettre de progresser sur ce geste où elle n'était pas assez fortiche. Donc dit comme ça paraît simple, surtout en salle. Maintenant, vous, sur vos projets informatiques, vos projets de développement logiciel, c'est déjà beaucoup plus difficile, parce que déjà la notion de challenge, elle est super floue, généralement. La notion de qui doit apprendre quoi, on ne raisonne pas en ces termes-là, hein, on est plutôt en qu'est-ce que je dois produire cette itération-ci. Et la notion d'exercice personnel, là on passe dans un terrain complètement à défricher. Et justement, on va le faire ensemble. Donc je vais décomposer ce mouvement, de faire ces liens sur ces 3 étages, pour que vous puissiez commencer à intérioriser et vous imaginer en train de le dérouler avec votre équipe. Donc une première phase qui va être difficile mais qui est cruciale de définir le challenge. Donc là, on va voir, ça va être sportif. Et donc, il allez réussir à dégager avec tout ce qui vous entoure, c'est quoi les sujets vraiment importants sur lesquels il est important de réussir. Deuxième temps, ça va être de le retraduire en quelque chose de super simple, de purement visuel. Donc, ce qui fait que n'importe qui dans l'équipe voit le truc et se dit, ouais, tiens, en fait, c'est clair, en fait, la route est là, il n'y a plus qu'à. Et ensuite, transformer ce challenge bien identifié, bien digéré, en des petits exercices que chacun dans l'équipe va pouvoir répéter et que chacun devienne un athlète de haut niveau, un champion. Voilà. Et comme ça, l'équipe va devenir très forte. Alors si je fais un zoom déjà sur le premier mouvement, définir le challenge. Alors je vous rassure tout de suite, ou plutôt je vais plutôt vous inquiéter, je n'ai pas de recette miracle. C'est un geste, c'est un savoir-faire. Il n'y a pas de recette à suivre, un mode d'emploi, voilà, A, B, C. Par contre, j'ai quand même quelques conseils sur où aller chercher le challenge. C'est quoi les bons sujets avec mon équipe. Déjà, allez voir le client ou l'utilisateur. Donc ça pourra faire écho à ce que vous avez entendu durant la keynote sur quelles sont les plaintes de mes clients. Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, il y a le sourire. Qu'est-ce qui fait que mon utilisateur, il est content. Donc déjà, si vous êtes sur des sujets comme ça, vous êtes 90% sûr d'être sur des bons sujets. Ensuite, il y a la question de l'argent, hein, le flux économique. Donc ce n'est pas sale, je vous rassure. C'est ce qui permet de payer les salaires de chacun à la fin du mois. Donc la question aussi, c'est notre challenge, comment est-ce qu'il se relie avec le flouze, hein. La question de la stratégie. Alors celle-là, elle est souvent esquivée. Et généralement, la stratégie, c'est ces trucs un peu débiles qui viennent d'en haut, et de toute façon, on n'a rien compris. En fait, non, il y a parfois des stratégies qui paraissent un peu absurdes, mais généralement, c'est plutôt qu'on ne les connaît pas ou on ne les a pas comprises. Donc la notion de stratégie, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a des patrons, ils sont en train de voir que, oulala, là, il y a des requins qui arrivent, là, il y a une oasis, il faut peut-être essayer de se déplacer pour que demain, on soit encore vivant. Et là, la question est, finalement, mon équipe, est-ce qu'elle est en train de contribuer à ce qu'on passe du côté de l'oasis, ou est-ce qu'on est plutôt, on est en train de rester là où il y a les requins, on va se faire bouffer, ça va être horrible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La stratégie, et souvent, c'est des trucs un peu abstraits par rapport à ce qui se passe dans notre quotidien, et sur quoi on doit devenir nettement meilleur. Et puis, il faut écouter les équipes. Bon, là-dessus, je sais que vous aurez naturellement tendance à écouter les équipes, donc là-dessus, je ne vais pas renforcer. Mais évidemment, une partie du challenge, c'est aussi comment est-ce qu'on garde les talents, comment on fait que les gens se développent et avancent, et le sourire aussi en venant au travail. Mais ça, c'est rarement là-dessus que je vous prendrai en défaut. Et donc, comme point clé, je vous livre la prospérité mutuelle. C'est que là, je vous ai cité 4 sources pour trouver où sont les bons sujets de réussite. Mais il ne faut pas les voir comme l'un au détriment de l'autre. Là, ça va être un choix délibéré dans la démarche Lean. Ça va être de se dire, on va les faire marcher ensemble. Donc, ce n'est pas comment est-ce que je gagne plus en arnaquant mes clients, par exemple.
Alors, ça va être comment est-ce que je gagne plus en satisfaisant encore plus mes clients. Ce qui est que volontairement, ils vont acheter encore plus de mon service, ils vont utiliser encore plus mon appli. Vous voyez ce genre de relation? C'est pas non plus comment est-ce que j'ai quelque chose de bien pour le client en écrasant les équipes. Vous voyez, on veut réussir à faire marcher les 4 axes en simultané. Donc ça, c'est un choix délibéré. Donc maintenant, je sais beaucoup de théorie, mais pour que vous puissiez vous imaginer en train de faire le geste, on va l'incarner. Et pour ça, je vais demander à mon collègue Régis de vous raconter comment lui, il l'a fait dans une équipe récemment. La scène, le contexte, on parle d'une organisation qui fait du développement dans une très grande société de services, on n'est pas en France. Il y a 70 personnes qui produit un système pour une administration. D'accord ? Donc la question de l'amélioration là-dedans, si on commence par l'aborder sur le terrain, si on va voir les gens encore dit qu'est-ce qu'il faudra améliorer, ils vont trouver plein de choses locales, ça va être plus ou moins clair, plus ou moins confus. Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer ? C'est pas encore clair. On parle de management, vers où il faudrait aller, c'est pas encore clair. Si on reste encore une fois dans la boîte, il ne se passe rien. On va commencer à y voir plus clair quand on va sortir de la boîte. Par exemple, comme le disait Antoine, on va aller voir les clients. Les clients, du coup, les gens de l'administration qui sont à l'autre bout de la ville, sortir, on va se déplacer, on va leur parler, leur dire quelle est votre perception en fait, du challenge, qu'est-ce qu'il y a à réussir pour eux. Ce qu'on va apprendre, c'est que les clients sont en colère en fait. C'est même pas qu'ils ne sont pas satisfaits, c'est qu'ils sont verts de rage. Ils se disent des problèmes de qualité qui sont incroyables, il faut tout reprendre. En général, on m'annonce une date, j'aurai le truc 4 mois plus tard. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur ces notions de qualité, de délai. Donc déjà, on commence à voir qu'il y a quelque chose d'un peu plus précis. Il y a un sujet, il y a un challenge, il y a un truc à réussir. Ce qui est intéressant après, c'est d'aller voir, comme le proposait Antoine, les managers. Et vraiment quelques niveaux au-dessus. Pour dire, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire le succès pour cette organisation ? Et il dit, c'est très très simple en fait. Effectivement, les clients ne sont pas très très contents, ça on le sait. De toute façon, on parle à leur chef régulièrement, ils nous appellent parfois en dehors des heures de travail. Donc, on est bien conscient qu'il y a des soucis. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont en train de devenir très très durs sur les tarifs. Et pour être tout à fait ouvert, ce qui se passe, c'est que dans les mois qui viennent, on va avoir un nouveau contrat dans lequel nos prix vont diminuer de 40%. Sachant qu'aujourd'hui, on perd de l'argent. Donc, la question qui se pose, c'est soit on trouve une façon de s'organiser pour que on ait de quoi payer les salaires, soit, là ça fait des mois, voire plus, qu'on est dans le rouge, soit il va se passer quelque chose et il y a un moment où on ne saura plus préserver l'emploi de ces gens-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de vous voyez ce mouvement de recul. On va aller voir les différentes facettes de l'organisation. Et le challenge redevient très très clair. C'est il faut devenir excellent sur la qualité. Il se trouve qu'aujourd'hui, elle n'est pas mesurée. Ce qui en dit long aussi sur sur la perspective, en fait, sur la façon dont est abordé le challenge dans l'organisation, mais elle n'est pas mesurée, donc il va falloir la mesurer et trouver comment s'améliorer. Il va falloir progresser sur les délais. En moyenne, il disait, on a 6 mois de retard, il faut avoir 0 mois de retard. Et en productivité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ils sont dans un contexte où ils ont moyen de mesurer en fait la productivité sur le dev. Ce qui est un sujet en soi, mais dans leur monde, il y a une réalité économique derrière cette mesure, et il faut juste doubler. Donc, doubler, ils sont à 1,8, et ils redeviendront un peu plus confortables à 3. Donc, vous voyez, en fait, on passe de quelque chose d'assez flou à des objectifs qui sont vraiment mesurables et qui représentent le challenge à relever. Et en fait, quand on a ce challenge-là qui est chiffré, là, on est ancré, en fait. On a un point de départ pour commencer à essayer de faire bouger les choses. Donc là, on a vu ce premier geste de définir le challenge. C'est déjà pas facile de passer de tout le monde blablabla à c'est en qualité, on doit être là, en délai, on doit être là, en productivité, on doit être là. Bon, si on prend ce cas-là, et vous n'êtes pas sorti de l'auberge encore. Parce que là, vous sortez ça directement brut de fonderie à une équipe.
vous la tuez, c'est tout. Vous la mettez en panique, enfin, vous la paralysez, vous la faites déprimer, enfin, vous allez faire plein de trucs sauf l'aider. Or, on est là pour, justement, au contraire, avancer et développer leur expertise. Donc là, deuxième geste du coach sportif, ça va être de transformer le challenge qui a été bien posé, donc c'est ces sujets sur lesquels il est important de réussir, en quelque chose de digeste, quelque chose que voilà, n'importe qui dans l'équipe se reconnaît, se dit « Ah ouais, ce truc-là, ça va pas être facile, mais on peut faire quelque chose. J'ai des leviers, en équipe, on va pouvoir les attaquer, ces sujets-là. » Donc là, je vous ai pris un exemple d'une équipe que j'ai accompagnée. Certains vont peut-être se reconnaître. Donc c'était une équipe qui avait des incidents en production déjà. Bon, ça mettait en colère évidemment le client. Donc il y avait un volume. À partir de là, on se met un challenge de réduire. Il y avait en haut à droite, vous avez une notion de requête qui devait être traitée en moins d'une demi-seconde. Et donc il y avait un certain pourcentage qui était autorisé à dépasser, mais il ne fallait pas faire plus. Et vous voyez qu'à un moment donné, il y a eu une release qui nous a mis du mauvais côté. Il y avait trop de réponses qui étaient au-dessus de la demi-seconde. Ok, voilà un problème à traiter. Il y avait un flux de stories. Alors, je ne dis pas que c'est forcément un indicateur que je cautionne, mais en tout cas, voilà, cette équipe s'était mis d'accord sur le fait qu'il y avait un flux de stories et que quand on avait, je ne sais plus, 7 ou 6, c'était bien, et puis quand on arrivait à la fin du sprint et pouf, on n'a que 2 stories validées, là, on n'est pas bon. Et il y avait aussi des notions d'épiques, donc des groupes de user stories sur lesquels on était super attendu. Là, il ne fallait vraiment pas se louper parce que derrière, il y avait plein d'autres acteurs dans l'écosystème qui avaient besoin que cet ensemble de user stories, cette épique-là, elle arrive au bon moment. Donc là, il y avait des burn-down charts spécifiques pour des épiques. Et donc voilà, au quotidien, l'équipe est très claire sur où est-ce qu'on est. Il y a des sujets sur lesquels on est bien, et puis il y a des sujets sur lesquels on est du mauvais côté de la ligne blanche. Bon, les choses sont claires. Maintenant, on n'est pas là pour se fouetter, ce n'est pas pour du blâme. Au contraire, c'est juste un échafaudage pour qu'on sache en fait où est-ce qu'on va pouvoir marquer les points. Et au quotidien, la tension est claire. On voit, tiens, est-ce qu'on est en train de faire bouger les lignes de démarcation? Donc on est en train de créer les conditions d'un jeu vidéo, si vous voulez. Donc si on voit comment ça s'applique, dans le cas réel que Régis a commencé à vous présenter. Alors, donc on avait, vous vous souvenez, ces questions de qualité, de délai, de productivité. Qu'est-ce que ça veut dire après pour une équipe projet? Il y a 5-6 personnes qui sont dans ce monde-là. La question posée là, c'est comment est-ce que je décline ça dans quelque chose qui veut dire quelque chose au quotidien. Donc il va falloir monter le système sur une partie. Par exemple, il va falloir trouver un moyen de suivre la qualité. Comment est-ce qu'on sait si ce qu'on a produit est de bonne qualité dans la livraison au client? Il va y avoir une réflexion aussi sur les délais. Et alors là, dans leur contexte à eux, derrière tout ça, il y a aussi cette question de la productivité qui, dans ce monde, est la question prégnante. En fait, c'est le truc qu'il faut réussir. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Ce que va faire le responsable de l'équipe, c'est se dire, OK, faut que je produise plus. Déjà, qu'est-ce que j'ai à produire? On va faire la liste, prendre le temps de refaire la liste de tout ce qui reste à faire sur le projet. 2, se dire, au regard de ce que rapporte chacune de ces évolutions, si je dois être à 3, à être une productivité de 3, quelque part, par une règle de 3, ça me donne le nombre de jours. Et en fait, on va commencer à clarifier le succès, comme ça, et réaliser que sur ce projet-là, il faudrait réussir à tout faire en 170 jours. À peu près 170, 175, on serait dans les clous. Super. Donc, on commence à avoir une vision. Du coup, la question du coach, c'est OK, super, on est où? On veut aller là, OK, on veut aller à faire 170, on est à combien? On a dû faire 20-30 jours, OK, super. C'est 20 ou 30? C'est 25? Je vais voir. Le team leader s'en va, revient. En fait, on a fait 213. Alors, c'est intéressant parce que ce moment-là, alors je passe sur l'aspect émotionnel de la situation, mais en fait, c'est le chiropracteur, là, si vous voulez. C'est-à-dire que tout d'un coup, clac, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner. C'est-à-dire que tout d'un coup, sur le terrain, on commence à sentir l'alignement, la stratégie, etc. Alors par moments, ça peut être un petit peu violent, mais comme le disait Antoine, la question, c'est d'arriver à remettre ça sur quelque chose de faisable. On veut pousser les gens au succès, on veut pousser les gens à l'échec. Donc, on fait tout un travail pour se dire, OK, ça, on peut le sortir du challenge parce que c'est fait, c'est mort. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'accord, il reste exactement ça à faire.
Il nous reste combien de jours pour le faire? Pour être bon, il faudrait qu'on ait une centaine de jours. OK, pour faire ça, on a tant de trucs à faire en tant de jours. En fonction de la taille de l'équipe, ça nous donne une date, globalement. Et ça, on trace la ligne. On est sur un burn down dont la pente représente la déclinaison du challenge pour l'entreprise. Et du coup, pour l'équipe sait qu'à ce moment-là, on ne le voit pas très bien ici, à ce moment-là, elle sait qu'il faut qu'elle descende à cette vitesse-là. Ce qui, donc, il faut concrètement, pour les gens, pour les développeurs, pour les analystes qui sont là-dedans, ils savent que réussir, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, on a ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là qui doivent être sortis. Et là, on est redevenu rentable. Et là, en fait, on garantit, on préserve nos emplois. D'accord ? Donc là, voilà, on voit cet alignement. Et on peut pousser le raisonnement plus loin, parce que ça, c'est au niveau de la semaine. Et après, on va redescendre la question à chacun, qu'est-ce qu'il doit avoir fini aujourd'hui pour réussir ? Vous voyez un petit peu cet alignement. En fait, on descend jusqu'au challenge quotidien. Donc là, on a vu une application du deuxième geste qui était de transformer le challenge en un environnement visuel. Et un troisième geste, et c'est là où on va quitter peut-être l'aspect un peu déprimant de tout ce qu'on a pu voir jusque-là, mais c'était des étapes nécessaires pour être maintenant en situation d'agir en fait, et de s'améliorer et de démarrer l'apprentissage continu. Donc maintenant qu'on a tout bien posé, on a notre challenge, il est sous une forme visuelle, dans l'équipe il est clair, on le comprend, on va animer des exercices en continu d'amélioration. Alors là, il y a une spécificité du Lean, c'est de se dire l'apprentissage est individuel. On peut apprendre ensemble, mais au final, c'est les individus qui apprennent. Je soupçonne d'ailleurs les inventeurs, les auteurs du manifeste agile d'avoir déjà ça en tête, puisque dans une des 4 valeurs, comme vous le savez, ne parle pas des équipes, mais parle des individus et des interactions. En fait, il y a beaucoup de sagesse dans cette phase formulation. Et c'est bien ça qu'on va travailler aussi avec cette notion de Kaizen individuel. C'est que ce sont des individus qui vont faire des cheminements, chacun va faire son cheminement, avec l'aide des autres. Donc concrètement, de quoi on parle? On dit que le coach sportif, là, de la même manière qu'il doit aider la golfeuse à mieux faire son swing, là, il va y avoir donc, on a l'ensemble des cerveaux dans l'équipe qui vont chacun creuser un des sujets. Tiens, on a des problèmes de qualité, tiens, on a des problèmes de délai, tiens, on a des problèmes de productivité, on a des problèmes de temps de réponse, etc. Super. Chacun va développer son expertise en allant creuser, mais qu'est-ce qui se cache derrière cet écart? Et là, ce qu'on attribue, finalement, ce que les gens prennent, après, à quel point c'est la personne qui est volontaire, à quel point est-ce que le coach peut-être dire « Tiens, toi, ce serait super intéressant parce que toi, tu m'avais dit justement que tu étais intéressé par d'autres sujets, ce serait bien que tu le prennes. » Là-dessus, ça dépend des équipes. Là-dessus, il n'y a pas de recette imposée. C'est un équilibre qui va se trouver en fonction du style, de la culture de l'équipe. À un moment donné, donc, une personne va se retrouver avec non pas, comme on peut en ressortir d'une rétrospective classique, une action à mener, une tâche peut-être, un truc à implémenter, un script à écrire, mais un problème. On est sur voilà, il y a un problème à résoudre, et justement, libre à toi, porteur du problème, d'aller le comprendre. Ensuite, proposer des expérimentations, et puis à la fin, avoir appris finalement de ce problème. Donc vous voyez le geste, on a notre écart, là toute l'équipe le voit bien. Derrière, il se cache une réalité opérationnelle, ce n'est pas juste le chiffre froid. Par exemple, si on est long pour diagnostiquer des problèmes en production, par exemple, parce que les logs chez nous, c'est juste incroyable, on n'arrive à rien comprendre sur ce qui s'est passé. Ne souriez pas. Et donc là, tout d'un coup, une personne va pouvoir devenir monsieur log et devenir extrêmement bon à comment on fait des super logs qui font que, tac, je regarde la log, j'ai déjà compris pourquoi il y avait un incident en prod. Donc si on essaye d'incarner ce cheminement d'apprentissage individuel, voyons ce que ça peut donner. Donc à l'épisode précédent, on a laissé une équipe qui avait une certaine quantité de post-it, de story, à sortir en fin d'itération. Je ne voudrais pas masquer le niveau de tension qu'il y a derrière ça. Parce qu'on va avoir des gens qui disent bah oui, mais moi, ce batch-là, il faut que je le fasse. Je n'ai jamais fait un batch comme ça en moins de 4 jours. Là, il faut trouver une solution pour le faire en 2 jours.
Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, encore une fois, on est dans respect for people. Donc la question, c'est pas je vais t'écraser, tu vas faire ça, machin, c'est quel est aujourd'hui l'obstacle principal qui t'empêche d'y arriver? Concrètement, c'est quoi? Et en fait, on va, là aussi dans un autre contexte, on va ouvrir les vannes. On va se dire quels sont les obstacles qui sortent. On essaie de tirer, on tire le flux, et on se dit quels sont les obstacles qui ressortent. Et là, on commence à noter. L'équipe commence à noter. Et voilà, moi, pour faire ça, aujourd'hui, ma machine, elle est méga lente. J'ai passé 2 heures. C'est super, hein, c'est bien beau de livrer ce truc ce soir. Moi, j'ai passé 2 heures à essayer de faire marcher mon WebSphere en local. C'est super de faire le truc en 3 jours. J'ai reçu, j'ai 4 jours de dev à faire. Et je vais vous montrer le mail que j'ai reçu des analystes. Il y a 2 lignes. Il faudrait faire ci. D'accord, dans quel contexte, c'est dans quelle base, quelles données, j'en sais absolument rien. Et ça, en fait, je vais le découvrir dans 4 jours. Comment est-ce qu'on fait? Donc, en fait, en faisant ça, on fait sortir tous les problèmes. Et on les note en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour le chef d'équipe, c'est une expérience. Parce que tout d'un coup, en fait, il y a le feu. Alors, le feu, quelque part, qui existait déjà. Hein. Donc, on peut aussi le prendre avec un certain recul. Absolument rien n'a changé. Le seul truc, c'est qu'on est plus clair sur ce qu'on cherche à réussir et on est plus clair sur ce qui nous empêche d'y arriver. D'accord? Donc, il va y avoir un premier travail du chef d'équipe qui va se dire ok, je te donne un coup de main. Tu as fait la demande, tu n'as pas eu encore la réponse auprès de l'autre truc. Je vais escalader, je vais aller voir les managers, je vais aller voir les autres équipes pour m'assurer que tu aies la mise en prod que tu as demandé, qu'elle soit faite à cette heure-là. Donc, il y a un premier travail de réaction immédiate. Et en fait, à lister comme ça les problèmes, on va voir quelques sujets qui émergent. Par exemple, il y a vraiment quelque chose sur le passage de relais de l'analyste au développeur. Avoir l'information juste qui me permet de bosser plutôt que de repartir sur des cycles comme ça, te redemander 2 jours plus tard. Donc ce passage-là, il y a vraiment quelque chose. Et ce sujet-là va être pris par quelqu'un. Il y a un autre sujet sur la configuration des postes de travail. Ils ont chacun assemblé des trucs qu'ils ont téléchargés sur Internet et après, du coup, sans grande surprise, quand il y en a un qui fait un dev sur une machine, que l'autre essaie de le récupérer, ça ne marche pas. Du coup, celui qui vient de récupérer le truc est interrompu. Il vient interrompre celui qui avait fait le commit précédemment et ça met le bazar dans l'équipe. Ce sujet-là va être pris par un développeur qui va se dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'avoir des postes bien configurés. Il y en a un troisième qui va travailler sur la vitesse du cycle de développement. Ils font du J2E, WebSphere, machin, là. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font une modification du code, ils lancent le serveur d'application. Et à peu près 3 minutes plus tard, ça arrive, ils lancent le truc, ça ne marche pas, je modifie, je relance le serveur d'application. Alors du coup, comme ils font ça, ils se mettent à travailler sur autre chose, et après c'est fini. Donc il y en a un qui va travailler sur comment est-ce que je peux faire pour faire ces cycles-là en dehors du serveur d'application. En se faire un petit mail ou un truc comme ça. Donc il va trouver une approche. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de voir qu'il y a différents sujets pour lesquels on sait faire le lien entre ce problème-là et le challenge d'entreprise, vous voyez en fait, et en fait qui vont être confiés à différentes personnes. Alors si je reprends le dernier, par exemple, qui travaille sur son histoire de petit main là, pour faire les cycles rapides, ce qui est fascinant, c'est de voir aussi le parcours, je dirais, personnel. Notamment le gars en question. Au début, en fait, c'est le dernier arrivé dans l'équipe. Lui, il vient d'arriver dans l'organisation. Par moments, il se pose de graves questions sur la santé mentale des gens qui l'entourent, mais il est tout timide comme ça dans son coin. Il va commencer, mais ça, c'est des choses que vous avez dû voir en agile, déjà parler avec les autres, etc., dans les stand-up et tout. Mais surtout, à un moment, il va récupérer ce sujet-là. Il va être le premier à le faire. Il va le faire sur son propre dev, il va vérifier que ça marche, donc il fait son PDCA, Plan do Check Act. Donc le problème, il me faut 3 minutes pour faire un cycle, on voudrait être à moins, quelles sont les différentes pistes, j'en essaie différentes, tac, 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 ça marche, il faut 2 secondes ou 3 minutes, c'est plutôt positif comme check, donc comment est-ce qu'on déploie? Et sur comment est-ce qu'on déploie, il va se faire son petit mode opératoire, et il va aller former chacun de ses collègues. Donc quelque part, vous voyez, en fait, il y a un mouvement personnel. Au début, je suis dans mon coin, et je m'approprie ce sujet-là et je vais porter ce sujet-là auprès de mes collègues. Et donc, je suis en train de développer, d'agrandir ma vision et de contribuer au développement de ses propres compétences parce qu'il a appris quelque chose en matière de conception. Et en plus, il aide ses collègues
à progresser. Donc c'est bien toute la richesse de cette notion de Kaizen personnel qu'on est en train de vous présenter. C'est que oui, c'est de la résolution de problèmes. Donc on résout des problèmes, on améliore la perf, et c'est bien. Mais c'est qu'un effet de bord heureux finalement. En fait, le cœur de la démarche, c'est l'apprentissage individuel. C'est le fait de transformer chaque coéquipier en un expert. Parce qu'ils auront creusé, chacun aura creusé des sujets sur lesquels ensuite, c'est lui l'autorité, il connaît le truc. Il connaît bien les logs, il connaît bien comment je m'affranchis des temps de cycle de déploiement sur mon WebSphere. Et comme ça, on a des gens qui deviennent super costauds. Alors là, vous avez peut-être envie de crier au scandale. Et mes rétrospectives dans tout ça. Alors j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez les garder. Elles ne vont pas disparaître pour autant. Par contre, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'elles vont changer toutes seules, une fois que vous êtes dans ce cycle-là. Le contenu même des discussions va se modifier, il va évoluer. Quand vous avez dans la salle 5 à 10 personnes qui ont fait du PDCA, qui ont fait du Kaizen personnel, qui reviennent avec sous le bras des problèmes techniques un peu costauds qu'elles ont compris, qu'elles ont résolus et qu'elles ont diffusés dans le reste de l'équipe, il se passe des choses assez différentes. Il se passe des choses différentes, il y a moins de brainstorm, il y a moins de gommettes pour voter sur quel est le bon sujet dont il faut parler, etc. Parce que là, toutes ces questions-là, en fait, ont disparu. Elles se sont traitées hors de la rétrospective. Et pendant la rétrospective, on n'a qu'une envie, c'est de partager ces derniers Kaizen, ces derniers Plan Do Check Act, pour justement partager toutes les découvertes, tous les gestes, les pratiques, les outillages qu'on a pu découvrir ou qu'on a pu créer. Donc là-dessus, on arrive à un format qu'en ligne on appelle d'université, où en fait des experts en résolution de problèmes viennent partager comme des trophées les problèmes qu'ils ont résolus, les contre-mesures aussi qui ont échoué, on apprend beaucoup aussi de ce qui n'a pas marché, et ça devient en fait une manière d'accélérer l'apprentissage de chacun aussi par ce partage de comment chacun s'y est pris pour trouver la vraie cause racine, pour trouver la bonne contre-mesure qui allait produire des résultats. Ça peut être aussi l'occasion, s'il y a besoin d'un consensus, parce que ça change la manière de travailler dans toute l'équipe, d'avoir une décision rapide, puisqu'on amène des éléments, des faits, des mesures. Donc ce n'est pas juste des opinions qu'on échange, on amène un dossier un peu solide, et rapidement on peut se mettre d'accord, désormais on veut faire comme ça, ok, tac, pour le prochain sprint on fait ça, tout le monde est d'accord, ok, super, on avance. Donc vos rétrospectives restent là, ça reste un moment de partage important pour la vie de l'équipe, mais le contenu des discussions va être modifié par le fait qu'il y a toute cette activité d'apprentissage qui a lieu hors de la rétrospective. Alors une fois que j'ai dit ça, ça a l'air sympa. Maintenant, il faut quand même que je joue mon rôle de Monsieur Austère. Désolé. Si vous êtes tenté par l'aventure, il faut savoir qu'il va y avoir des difficultés, des douleurs, des trucs pas très sympas. Alors déjà, le premier truc qui va être dur, c'est qu'il va falloir rentrer dans le monde des gens en cravate. Il va falloir rentrer dans le monde des managers et les écouter. Ça ne veut pas dire qu'on prend pour argent comptant tout ce qu'ils nous racontent, hein, attention. Les managers aussi racontent parfois des trucs complètement fous, complètement faux, complètement à côté de la plaque. Des trucs aussi qui sont juste hors sujet. Quand un manager pleure sur mon épaule parce qu'il est débordé par tous les entretiens de fin d'année qu'il doit faire à tous les développeurs, je peux compatir, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, dans toutes les plaintes, toutes les préoccupations du manager, il va falloir donc déjà bien écouter, rôle d'écoute, et ça à la limite vous êtes plutôt bien formé en tant que coach justement là-dessus, on va vraiment prendre au sérieux ce qu'ils nous racontent, et là-dedans il y a des bons sujets. Et hop, ceux-là, il va falloir les attraper, et ensuite on va tirer la pelote. Donc il y a ce premier geste déjà, si vous êtes un peu allergique au manager, voilà, il va falloir s'habituer à se frotter à ces gens-là, mais je vous assure, il y en a plein qui sont sympas. Deuxième pilule amère, c'est qu'on va se confronter au réel. Et c'est désagréable parce que là, même si vous aimez la réalité vous n'aimez pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est un choix vraiment important. Est-ce que j'ai envie de me guider sur mes envies, mes aspirations du moment, les trucs qui me bottent bien, qui me font triper, ou est-ce que j'écoute ce que la réalité est en train de me dire? C'est un choix qui n'est pas facile. Tant qu'on est dans une pièce fermée, c'est assez facile d'écouter finalement les trucs sur lesquels on a envie de bosser. Et par contre, si on ouvre la porte, qu'on ouvre les vannes, là il y a la réalité qui nous parle et qui nous parle d'autres sujets. Il y a peut-être un équilibre à trouver, hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas non plus trouver du plaisir dans le travail, mais une chose est sûre, c'est que quand vous commencez à écouter la réalité, elle
elle a ses idées bien arrêtées sur les bons sujets, ce n'est pas forcément ceux où vous aviez envie d'aller. Et troisième pilule amère, c'est que c'est un nouveau geste, une nouvelle pratique, donc de définir le challenge, de le transformer en un environnement visuel que l'équipe comprend bien, et ensuite d'animer ces exercices de résolution de problèmes de chacun. Donc au début, forcément, il y a des trucs qui n'ont pas marché, le challenge, vous allez vous tromper de challenge, vous allez faire un indicateur, tout le monde va vous dire « mais on n'y comprend rien à ton indicateur ». Et quand on va falloir animer le Kaizen personnel, vous allez avoir des gens qui sont là « j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire », etc. Donc vous allez vous prendre des gamelles, ça va être dur. Là, il n'y a pas de réponse miracle, il faut persévérer. Néanmoins, si vous avez réussi à avaler ces 3 pilules amères, Régis va vous raconter qu'il se passe des trucs sympas. Non. Alors, ce qu'on voit en pratique, c'est l'ulostère. Ce qu'on voit en pratique, c'est que je vous parlais déjà de ce gars-là qui commençait à sortir de sa bulle et à voir à l'extérieur. Le premier bénéfice, c'est qu'on va se comprendre, on va se prouver qu'en fait, on peut changer quelque chose. Oui, il y a un challenge qui est difficile, etc. Mais on va voir que, en faisant ces exercices-là, il y a des trucs qui bougent. On pensait avant que parler avec les gens qui sont chez clients, etc., c'était des espèces de démons qui cherchaient notre mort à tous. Et on prétend d'ailleurs qu'ils mangent leurs enfants. Et en fait, on va se rendre compte que on y allait, on n'était pas exactement au clair sur ce qu'on attendait nous, sur quelles étaient nos exigences, comment est-ce qu'on allait travailler ensemble. On va franchir certaines limites qu'on pensait infranchissables et se rendre compte que finalement, tiens, ce truc-là, on l'a réussi. Et puis on va passer un deuxième, on va dire, tiens, on a un peu souffert, mais celui-là aussi, on l'a réussi. Et en fait, on va commencer à se nourrir de ce « je sais faire, je peux faire quelque chose ». Et tout d'un coup, on va se passionner pour ces nouvelles, chercher le nouvel obstacle, quel est le prochain truc que je vais faire bouger dans mon organisation pour qu'on aille tous vers le succès. Un autre truc qui est fascinant, là je sors un peu de l'exemple que je donnais, c'est ma perspective sur quelques années de pratique, c'est quand ça marche, les gens changent. Je sais pas, alors c'est pas facile à décrire, mais au début on va avoir des gens qui disent oui, c'est pas possible, il se passe ça, et ça paraît un peu fermé et surtout un peu flou, un peu maladroit, et les gens qui rentrent là-dedans, commencent à faire la résolution de problèmes, deviennent, comme on dit, un peu tac-tac. Tout d'un coup, ils disent non mais voilà, là pour l'instant je suis en train d'essayer de réussir ça, la même personne qui va se dire non, là pour l'instant c'est ça qu'on cherche à réussir. En fait on voit qu'il y a 4 obstacles, le principal c'est celui-ci. Il y a 3 façons de l'aborder. On a essayé ça ne marche pas. On a essayé ça comme ça. On se dit, waouh, ça m'arrive des fois de voir ça sur 2 mois. On se dit, mais c'est de la même personne qu'on parle. Donc il se passe vraiment quelque chose. Quand on dit le succès par le développement des personnes, ce n'est pas du blabla. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Il y a la résistance, etc. Mais il se passe vraiment quelque chose. Et on le voit même à l'intérieur des équipes. On va voir tout d'un coup quelqu'un qui va regarder son collègue, qui va dire, t'as vu ce que tu es en train de devenir ? Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe quand ça s'enclenche. Et puis, c'était notre promesse initiale, vous allez avoir de la matière concrète, des choses concrètes sur lesquelles bosser. Ce n'est pas une rétro en disant qu'est-ce qu'on pourrait inventer. En fait, le truc va être alimenté en continu de challenge. Et en fait, le fait d'avoir ce langage commun qui est la résolution de problèmes va permettre de faire, de clipser l'équipe. C'est-à-dire que face à un problème, on s'est tous habitués à la bonne façon de l'attaquer. Donc on fait comme ça. Et en fait, on rend compte que nos rétros sont sur les bons sujets et qu'on arrive à travailler efficacement ensemble pour les attaquer, plutôt que de blablater ou de partir dans le conflit. Alors à ce stade, certains d'entre vous sont convaincus, mais se disent c'est bien beau, on nous blablate, mais je fais quoi demain ? Ne vous inquiétez pas, je vous ai entendu. Donc voici quelques travaux pratiques. Pour commencer doucement, pour s'échauffer. Donc, allez pas non plus faire un claquage dès le début. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire lundi ? Puisque demain, vous êtes encore en conférence. Donc, je vous ai mis 3 exercices pour la partie définir le challenge, parce que c'est une partie particulièrement ingrate, mais c'est vraiment là où vous pouvez beaucoup gagner par rapport à vos pratiques de coach agile, parce que c'est sur la partie où généralement, de ce que j'ai pu observer, on est les plus faibles. Donc, pour vous entraîner, je vous propose 3 petits exercices. Donc, un premier exercice, client.
Donc là-dessus, vous avez entendu « ouvrez les vannes » ce matin. Voilà, c'est ça l'idée. Allez chercher dans votre environnement comment est-ce que vous pouvez commencer à entendre des utilisateurs râler. Donc ça peut être, est-ce que vous pouvez aller écouter ce qui se passe dans un helpdesk, par exemple, de gens qui utilisent votre application. Est-ce que vous pouvez aller voir sur un App Store tous les gens qui vous mettent une étoile et qui vous disent que vraiment votre appli, c'est de la Est-ce que vous pouvez aller au contact physique, peut-être, d'utilisateurs, si c'est un site grand public, par exemple, pour entendre tout le mal qu'ils en pensent. Voilà, donc ça, c'est le premier exercice, donc si vous pouvez aller le voir ou l'entendre. Deuxième exercice, là-dessus, j'ai vu une équipe qui s'est transformée quand elle a fait cet exercice, c'est l'exercice du modèle économique. Donc, quel est le modèle économique de votre produit, de votre logiciel, de votre service? Donc, c'est un petit exercice, il n'y a pas besoin d'être super exigeant, hein, on ne vous demande pas de devenir des contrôleurs de gestion, mais juste vous prenez une petite feuille dans un tableur et vous commencez à essayer de comprendre, tiens, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, ça peut être avec des grosses approximations, le salaire chargé d'un développeur, allez hop, c'est 70 KE, le coût du serveur chez nous, c'est tant, enfin, voilà, on n'a pas besoin d'être précis, mais tout d'un coup, tiens, comment l'argent rentre, comment l'argent sort? Et sur une équipe que j'affectionne beaucoup, ils ont découvert que, en fait, si on continuait comme ça, le produit ne gagnerait jamais d'argent. Donc, waouh, c'est juste génial de... Imaginez quand c'est les développeurs qui vont voir les vendeurs pour leur dire si on continue à prendre des petits clients plutôt que des gros clients ou l'inverse, on ne gagnera juste jamais d'argent. Voilà, donc ça c'est juste magique. Donc, juste c'est quoi le modèle économique dans lequel vous êtes? Donc, si c'est une SS2I, c'est pas pareil que quand vous êtes dans une DSI, bien sûr. Donc, juste voilà, comprendre un peu comment l'argent rentre, comment l'argent sort. Et troisième question, la strat. La strat, ça c'est le sujet qu'on ne prend pas assez au sérieux. Moi, j'ai découvert que le jour où je me suis intéressé à ça, il y avait juste des leviers incroyables pour faire de l'aïkido managérial. Donc, allez juste collecter, c'est quoi finalement la strat dans la boîte où on est ou chez mon client? Qu'est-ce qui est super important pour eux en ce moment? Sur quoi ils essayent de se repositionner? Donc voilà, allez parler à un directeur, proposez-lui un déjeuner ou un café. Et bon, si vous voyez, quand vous lui demandez c'est quoi la strat, vous voyez ces mains qui commencent à trembler, bon, vous savez qu'il faut passer au niveau encore au-dessus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Une chose à la fois. Bon, ensuite, deux autres exercices sur les aspects management visuel et animation du Kaizen personnel. Donc sur le management visuel, là aussi, échauffement, allons-y doucement. Je vous propose d'ajouter un indicateur. Donc, dans les exos précédents, vous avez identifié quelques challenges déjà avec tout ce que vous avez pu capter. Parmi tous ces challenges, vous prenez l'un d'entre eux, vous le transformez en un indicateur. Je ne sais pas, le nombre d'incidents en production. Voilà, ça, par exemple, ça peut être une bonne manière de démarrer, parce que l'incident en production, ce n'est pas bon pour le client, ce n'est pas bon d'un point de vue économique. Ça a peut-être un lien avec la strat ou pas, ça dépend. Donc ça peut être une bonne manière de commencer. Donc un indicateur, et puis déjà vous commencez à voir ce qui se passe. Hein. Ça se trouve, l'équipe va juste vous dire « Ah, bon, c'est que c'est pas bon ». Et par contre, si dans l'équipe, il y a quelqu'un qui commence à vous dire « Ouais, c'est ça dont on parle depuis le début », là, vous avez marqué un point. Et enfin, dernier exercice sur l'animation du Kaizen, là-dessus, voilà, démarrer un premier groupe, trouver une personne de bonne volonté, il y en a forcément dans votre équipe, une personne qui se dit « Ouais, tiens, ce sujet sur lequel tu as mis un indicateur, ouais, moi, ça me ferait vraiment plaisir de creuser ce truc-là et de lui tordre le cou, un bon coup. » Donc c'est sur les incidents de prod, voilà, vous avez bien quelqu'un dans l'équipe qui a envie de se dire « Moi, je vais être monsieur incident de prod, il n'y aura plus d'incident de prod parce que je vais devenir super fort là-dessus. » Avec une recommandation, comme ce sera votre première fois à animer comme ça un Kaizen personnel, la condition nécessaire, c'est que vous ayez déjà, vous, en tant que coach, une idée générale de la solution. Je ne vous demande pas de savoir précisément, il faut aller corriger tel endroit du code, etc. Attention, on n'est pas à ce niveau de précision. Mais vaguement déjà, vous savez qu'il y a un chemin, par là, vu votre expérience, c'est bon, le gars que je coach, il va pouvoir marquer des points, il va pouvoir avoir des succès assez rapidement, parce que là, il y a du pétrole à cet endroit-là. Voilà. Ce n'est pas exploratoire non plus, ouais, vas-y, essaye. Pas au début, sinon, vous êtes chauffé, mais le claquage, c'est pour votre coacher. Ça, c'est pas bon non plus. Voilà, donc ça vous fait 5 exercices, hein, donc lundi, vous allez être très occupés. Je sais que parmi vous, il y a des gros lecteurs, donc je vais quand même vous laisser avec un peu de bibliographie, puisque tout ce qu'on vous raconte, c'est pas juste nos inventions, c'est documenté. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille Toyota Kata, qui va vous transformer en maître d'arts martiaux. Donc Toyota Kata, ça vous présente un petit nombre de questions très simples qu'en tant que coach sportif, vous pouvez poser, qui sont des questions très très simples, mais qui font cogiter à toute vitesse les développeurs et qui vont les rendre super forts.
Donc voilà, vous avez un bon livre là-dedans. Ensuite, un peu de pub sur le Lean Agile Camp, donc, qui a publié un petit livre gratuit disponible en téléchargement qui s'appelle « Le petit guide de management Lean à l'usage des équipes agiles ». Je crois que c'est bon. Donc celui du milieu, voilà. Donc Christophe est un des auteurs. Donc foncez, c'est gratuit et ça présente des cas concrets de tout ce qu'on vient de vous raconter avec des vraies équipes agiles. Il y a même des photos, vous pourrez voir concrètement comment ils ont fait. Des vraies équipes agiles, comment elles se sont mises à faire le management visuel, trouver le challenge, etc., la résolution de problèmes. C'est documenté pas à pas et illustré par des cas réels de vos confrères. Et en troisième, petit coup de pub, parce que ça fait toujours du bien, la pratique du Lean Management dans l'IT. Donc voilà, coécrit entre autres avec Régis, là qui va vous ouvrir de manière plus large, voilà, il faut transformer toute une DSI, comment on peut utiliser ces mêmes exercices au-delà du dev. Et donc c'est le moment où Régis va vous dire quelque chose de sympa ou pas. Ce qu'on avait à dire sur les rétros, sur les non-rétros, hein, vous en tirez les leçons que vous voudrez. Ce qu'on se dit, c'est que si vous êtes dans la salle, globalement, c'est que vous avez cette posture de coach. On a conscience, tous les deux, que ce qu'on vous présente, parfois, peut être un peu nébuleux, où est-ce qu'il nous amène, où est-ce qu'on veut aller. On a essayé, ça fait des années en fait, hein, on a essayé de vous montrer un petit peu la voie, on a fait le bouquin, on a fait l'autre bouquin, on a essayé de vous montrer comment commencer. Moi, je vous invite vraiment à le faire en matière de, si ce qui vous intéresse, les coachings, il y a vraiment un monde qui est vraiment passionnant derrière. Alors, je vous parlais de ce qui se passe au niveau personnel, quand on voit des gens qui bouffent. Et ça, c'est vraiment magique, c'est vraiment le coup d'y aller. Et l'autre truc, c'est que cet exercice-là, qu'on appelle l'exercice de l'hélicoptère, c'est-à-dire de faire le lien entre la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire dans l'équipe, qui au début sera bien sûr un petit peu mou, un petit peu maladroit. En fait, cet exercice-là, en fait, pour vous, coach, c'est cet exercice qui va vous amener petit à petit à ouvrir votre vision sur l'entreprise, sur l'organisation. Vous allez commencer à vous poser des questions de manager, des questions de patron. Et petit à petit, dans votre propre parcours, la question ne sera plus comment est-ce que je coach 5-10 personnes, c'est comment est-ce que je fais bouger une entreprise de 50, de 100, 200 personnes pour aller dans ce monde-là vers plus de satisfaction client, plus de respect pour les gens et d'épanouissement dans le travail et un peu plus de succès économique aussi, parce que c'est jamais mauvais. Voilà, nous on a fini notre job, maintenant c'est à vous. Hein. Bonne rétro.